Les réseaux sociaux, avec toute l'expertise de Pierrick Philippi et de Guillaume Berthollet, la cuisine du web, acquérir de l'audience, on va en parler, acquérir des fans également, mais avant cela, révision sur les fondamentaux des réseaux sociaux. Allez-y, messieurs, bonjour, bienvenue, merci d'être là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Guillaume Berthollet. Pierrick Philippi est avec moi et il se présentera un petit peu tout à l'heure. On est effectivement ravis à la cuisine du web d'être partenaire de cet événement et de pouvoir aussi venir s'exprimer sur ces sujets qui nous sont importants. Alors la cuisine du web, juste en deux mots, c'est pas le sujet principal évidemment. C'est une jeune association qui a 2 ans maintenant sur Lyon, qui a pour but de faire vivre l'écosystème web lyonnais au sens large. Donc il s'adresse aussi bien. Et là, c'est un peu notre focus aujourd'hui au métier de la com, mais aussi au métier du développement, au métier du design. Donc vraiment à toute la communauté de ce qu'on appelle entre nous les webmakers, ceux qui font le web. Et ça recouvre du coup tout un tas de spécialités aujourd'hui. Et donc l'association est là pour animer, faire des rencontres, faire des événements. On a lancé un événement l'année dernière qui s'appelle Blend Web Mix, que certains d'entre vous connaissent peut-être et qui reviendra cette année. Et donc l'idée, c'est de faire se rencontrer les gens beaucoup et faire échanger sur tout un tas de sujets. Et c'est un peu ça qu'on va essayer de faire. 850 participants l'année dernière, on vise 1200 cette année. Voilà, c'est pas une course au nombre non plus, mais c'est quelque chose qui est important pour montrer aussi le dynamisme de l'écosystème web lyonnais. Donc voilà pour la partie pub. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur Twitter. Et on se présente comme un action tank pour l'écosystème. Donc on est vraiment tourné vers l'action, on n'est pas du tout un think tank, heureusement, parce que vous allez peut-être voir dans la suite de nos présentations que si on agit beaucoup, parfois on réfléchit pas trop. Mais ça marche pas trop mal aussi sur les réseaux sociaux à faire comme ça. Pierrick, tu veux peut-être dire un mot pour te présenter ? Oui, bonjour à tous. Donc, Pierrick, venez un petit peu par ici pour juste les contraintes de la caméra. Merci. Et la réalisation. Donc bonjour à tous, je suis Pierrick Philippi, j'ai créé l'agence Like a Bird il y a bientôt 2 ans et on est spécialisé vraiment sur les réseaux sociaux, d'où ma présence aujourd'hui devant vous. Et puis accessoirement, on est aussi adhérent à la cuisine du web et on pousse avec Guillaume cette association parce qu'on pense que en s'associant tous ensemble et en allant de l'avant, en agissant, c'est une bonne manière de faire évoluer l'écosystème et de porter des messages. Donc voilà. Voilà pour les présentations. Et puis à la ville, moi j'ai aussi un métier qui est de diriger Invox, qui est une agence de content marketing. On va en reparler un petit peu plus tard, pas de mon agence, mais du content marketing. On a découpé la matinée, le début de matinée en plusieurs phases. Souvent, le moyen d'entrer dans cette thématique réseaux sociaux, du point de vue de l'entreprise, c'est un peu cristallisé sur un terme, un métier, le community management, community manager, la gestion de communauté, comme si on pouvait gérer une communauté, l'acquisition d'une communauté, c'est comme si on pouvait l'acheter. Donc on va essayer de dépatouiller un petit peu tout ça en partant finalement du point de vue de ceux qui se retrouvent en frontal au nom des entreprises face à ces communautés, donc qui sont les community managers. Et donc on va essayer de passer au travers de manière un peu schématique quand même, de la journée d'un community manager. Peut-être, est-ce qu'il y a des community managers parmi vous ? Des personnes qui gèrent des community managers ? Ok. Qui est dans une structure qui n'a pas de community management à ce jour ? Ok. Très bien. Alors, très bien. Plongeons tout de suite dans le sujet. Je pense que vous avez bien fait de venir, quoi. Ouais. Pierrick, comment se passe la journée d'un community manager ? Alors en gros, on va avoir une journée en 3 étapes. Le matin, tous les jours, faire de la veille. Faire de la veille, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà vérifier ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux qu'on maîtrise, nos propres comptes, Facebook, Twitter, Pinterest ou autres. Vérifier éventuellement qu'on n'a pas des clients mécontents, qu'on n'a pas eu des questions, et se préparer à y répondre. Mais ça va aussi vouloir dire faire de la veille plus globalement, aller vérifier sur certains sites, sur certains forums si on n'a pas eu des gens qui se sont exprimés. Et puis faire une veille autour des thématiques de l'entreprise, parce qu'on va le voir après, ce qui va être important, c'est de raconter des choses. Et on ne va pas raconter n'importe quoi, on va raconter des choses qui sont en lien avec l'univers de l'entreprise ou l'univers de la marque. Et ça, on va pouvoir éventuellement l'inventer ou le créer, on le verra avec Guillaume après. Mais il y a aussi une grosse part de curation, de veille autour de ces contenus. Donc ça, c'est pour le matin. Notre community manager, il fait pas que se réveiller le matin et se mettre en route ? Non. Alors, bon, il prend un café, évidemment, comme tout le monde. Et puis, une fois qu'il a fait tout ça, il va se mettre en route parce que
Qui dit réseaux sociaux dit communiquer, donc dit délivrer un message. Donc la deuxième partie, ça va être produire des contenus et engager la conversation. Engager la conversation, c'est répondre aux questions qui ont pu être posées, mais également solliciter les gens. Alors les solliciter en publiant des contenus intelligemment, en leur posant à leur tour des questions, en leur demandant d'interagir avec vous. Ça, c'est un point essentiel sur les réseaux sociaux. Il ne faudra surtout pas se contenter de délivrer un message et puis advienne que pourra, mais vraiment d'être dans l'échange, dans l'interaction. Donc on va animer les réseaux sociaux, puis on va animer éventuellement le contenu des blogs, si on en a en interne. Alors jusque-là, on dirait quand même un peu qu'on a un community manager qu'on paye à se balader sur Facebook, Viadeo, Twitter, voilà, faire un peu copain-copain avec tout un tas de gens. Donc c'est exactement ça. En fait, le community manager passe sa journée sur Facebook et sur Twitter à répondre à ses copains. Mais il y a un côté aussi un peu plus structuré. Oui, évidemment, parce que toutes ces actions qu'on va entreprendre, on va les mesurer en fait. Donc le soir, tous les soirs, on va se mettre dans une logique de reporting. On va aller voir si nos publications sur les réseaux sociaux ont été consultées, quelle audience elles ont pu avoir, si les gens ont réagi. Réagir, ça veut dire qu'ils ont liké, retweeté, partagé, commenté. Et c'est ça qui va être important de mesurer, c'est ça qui va faire évoluer petit à petit votre communication pour prendre des actions correctives. Admettons, un jour, vous faites une publication, 0 réaction, c'est pas bon. Donc il va falloir analyser ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas marché, est-ce que je l'ai publié trop tôt, trop tard, est-ce que mon message n'était pas clair. Le mesurer, garder une trace, donc faire un reporting, et puis faire évoluer les choses. Alors c'est vrai que le métier de community manager, là on l'a présenté très très brièvement, mais il y a vraiment ces 3 phases qui sont très importantes, qui est d'avoir pour le community manager un temps d'écoute, de au moins être une sorte de vigie pour l'entreprise, pour pouvoir remonter des flux d'informations, savoir est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels il faut se positionner, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels les internautes se sont positionnés pour vous et pas forcément dans votre sens, savoir également aussi quelles sont les nouvelles tendances sur votre secteur d'activité, les personnes qui peuvent être influentes sur un sujet, et commencer, une fois qu'on a fait cet état des lieux, à rentrer en communication avec eux. Et puis, et c'est cette troisième phase dont Pierrick vient de parler qui est assez importante, c'est que si le community management a été pendant quelques années un peu à l'état embryonnaire, un peu de découverte, un peu le Far West, où finalement on ne savait pas trop s'il fallait prendre des profils communicants, des profils marketing, des profils lettres, parce qu'il faut aussi rédiger des choses. Aujourd'hui, c'est un métier qui est en train de se structurer. Il y a quelques formations qui sont sur le sujet, et puis surtout, aujourd'hui, il y a des outils. C'est plus tellement j'ouvre tout un tas d'onglets sur mon site, sur mon navigateur préféré, je me connecte à mon Facebook, je me connecte à Twitter, et puis finalement je perds un peu mon temps en surfant au hasard des liens que je peux rencontrer. Aujourd'hui, c'est un métier qui se structure de plus en plus, qui se structure sur les outils de reporting, on l'a vu, avec aujourd'hui une attente de la part des entreprises que ce soit géré comme une campagne de marketing direct, comme une campagne d'affichage, et d'avoir des métriques à la fin, de savoir calculer un ROI de l'engagement de communauté. Et donc ça passe aussi par des outils dont les community managers peuvent aujourd'hui se doter. Alors ce qu'on vous a affiché là, c'est un des outils qui existe, qui s'appelle TweetDeck, qui permet de centraliser dans un seul outil tous ces flux sociaux, donc quel que soit le réseau, de se connecter dessus, de mettre en place des moteurs de recherche, des requêtes de recherche qui vont permettre aussi de pas chaque matin se reconnecter, taper dans chacun des réseaux ce qui se passe sur tel sujet ou sur tel nom de marque, de pouvoir industrialiser un peu, d'avoir des rapports automatisés et un suivi chiffré. Quelques outils donc, qui existent. Aujourd'hui, on a Buffer, TweetDeck ou Tsuite. Ça, ce sont les 3 à tester si vous commencez à mettre le doigt là-dedans et si vous voulez travailler avec des outils efficaces. Si vous voulez gagner du temps, c'est un de ceux-là qu'il faudra utiliser, parfois en les gérant ensemble. Par exemple, les gros apports de ces outils-là vous permettent de gérer plusieurs comptes. Si vous êtes une marque, une entreprise, il ne faut pas avoir l'approche réseaux sociaux avec une approche mono-entité, j'ai un canal et je parle. En fait, il va falloir aller engager des communautés de manière un peu différente, que ce soit sur un produit, que ce soit sur le nom de la marque très corporelle, que ce soit pour des problématiques de recrutement. Et puis, suivant les différents réseaux sociaux, vous pouvez aussi faire des choses événementielles. Voilà, utiliser un hashtag ou utiliser un compte jetable, événementiel, qui va devenir petit à petit une marque dans l'univers des médias sociaux.
Donc ces outils-là permettent aussi d'industrialiser le flux de production de contenu, puisque si vous devez, par exemple, tweeter 5 fois dans la journée, imaginez le community manager qui doit se loguer à son compte à 9h pour tweeter une première chose, à 11h15 pour en tweeter une deuxième. C'est un aspect qui n'est pas efficace. Et aujourd'hui, ces outils permettent aussi de scénariser à l'avance des envois de tweets, sans tweeter 50 fois la même chose dans la même semaine, mais de dire, bah tiens, j'ai 4 infos sur lesquelles j'ai envie de prendre la parole cette semaine. Voilà comment je vais orchestrer mes différents réseaux sociaux et mes différentes prises de parole. Avec parfois un truc très corporate, un lien, un message très informatif, parfois une prise de parole avec un ton un peu différent. Mais je vais pouvoir passer 2 heures sur cet outil à déjà paramétrer toutes mes prises de position sur les différents réseaux sociaux. Dire bah, celui-là il doit partir mardi à 10h. Là je sais que j'ai un article qui sort, un communiqué de presse qui sort, donc je vais déjà prévoir les envois sur les différents réseaux sociaux. Donc ces différents outils montrent une partie de l'évolution du métier de community manager, où effectivement tout ça, avant que ces outils existent, et puis quand on était encore un peu à l'ère de découverte, on le faisait à la main. Donc il y avait une grosse perte de temps, et puis on sait ce qui se passe quand on se connecte sur Facebook, on y va pour envoyer un lien sur une page Facebook, et puis très rapidement on a joué un petit peu au petit jeu, on envoie des cochons en l'air, et puis on a cliqué un peu sur les photos de ses amis, et puis on a vite perdu du temps. Donc du point de vue efficacité, c'est aussi des choses qui permettent de sortir du trou noir que peuvent être parfois les réseaux sociaux au niveau de la productivité. Guilhem, je vous coupe un instant. On me dit dans l'oreillette que je n'ai pas d'ailleurs, justement à propos de tweets. Vous allez les commenter là. Est-ce que ça se passe bien avec nos views? D'ailleurs, vous pouvez tweeter aussi en interne. Je vous rappelle que sur le programme qu'on vous a remis, il y a les codes là, pour le Wi-Fi juste en bas à gauche. On nous envoie quelques tweets, s'il vous plaît. Et est-ce que ça se passe bien déjà d'entrée de jeu sur les tweets? Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire ou il y a une petite astuce? Alors, vous allez en parler plus tard. Pierrick, spécialiste en Twitter Voilà, je rappelle à depuis celles et 2007. ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, vous pouvez tweeter et les codes sont sur le programme pour le Wi-Fi. Ah bah oui, ça se passe bien. On voit Ouais. qu'il y a beaucoup de tweets déjà. Et puis les gens utilisent correctement le hashtag, mentionnent correctement le compte intermédiaire. Alors mentionner, pour ceux qui ne savent pas, c'est mettre le arrobase et le nom du compte. Il y a des photos. Donc les photos, c'est une très bonne chose parce que c'est beaucoup plus engageant. Normalement, ce tweet devrait obtenir beaucoup plus de retweets que celui du dessous. Voilà, Désolé pour la petite astuce, voilà. pour Sine. Ouais. Donc voilà, il faut continuer parce qu'avec un peu de chance, s'il y a suffisamment de volume de tweets, le hashtag Deezercom sera trending topic en France, c'est-à-dire qu'il sera visible par tous les utilisateurs de Twitter toute la journée. Et combien Donc, touche intermédiaire là? si c'est trending topic, c'est 7 millions de personnes à peu près Voilà. comme audience. Et en euros? 1 1 euro par personne? À voir avec Twitter. Ça. Merci, je vous laisse poursuivre, merci. Très rapidement, quelques autres outils. On parlait tout à l'heure de métriques. Donc, on a évidemment le roi des métriques, Google Analytics, et tout un tas de petits outils qui permettent d'aller chercher plus des variables, un peu des indicateurs clés différents, un peu plus pointus. Mais aujourd'hui, on arrive à faire beaucoup de choses avec ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une approche dès le début tournée vers les chiffres. De ne pas se dire, tiens, je vais mettre ma boîte sur les réseaux sociaux. Ah, c'est sympa, j'ai 200 personnes qui me suivent, je suis super content. Non, il faut réussir à aller un petit peu plus loin, à définir des objectifs marketing comme on le ferait avec n'importe quelle autre campagne. Il n'y a pas de raison, vu la place qu'ont pris les médias sociaux et l'argent que ça peut coûter pour une entreprise, qu'on n'applique pas les mêmes recettes sur le suivi de ce qui se passe sur les médias sociaux. Il faut arriver de toute manière, et collectivement, les personnes qui bossent dans ces métiers-là ont à montrer quelles sont les bonnes métriques et comment ça peut réussir pour que les entreprises continuent à investir là-dedans. Et puis un outil qui est français, donc c'est bien de le mentionner parce qu'en plus il s'appelle Mention, qui permet de faire une veille pour le coup qui embrasse tous les réseaux sociaux plus les résultats de recherche donc web et qui permet de faire de la veille sur des mots-clés de concurrents ou sur des comptes spécifiques. Donc à creuser pour essayer d'industrialiser un peu votre approche. Donc ça, c'était la journée type d'un community manager d'entreprise, et j'insiste sur ce côté entreprise, ça va être un peu notre focus sur toute la fin de notre intervention, c'est de se dire, du point de vue de l'entreprise, des objectifs business et marketing de l'entreprise, comment est-ce qu'on doit se comporter sur les réseaux sociaux. Et donc ça implique que par rapport à l'usage que vous en faites personnellement, ça en général, tout le monde sait à peu près s'en servir, même si parfois il y a des petits loupés, même au niveau perso, sur l'utilisation de Tweet ou de Facebook. Les entreprises ne savent pas forcément toujours bien comment se positionner et quoi attendre de cette présence. Pierrick.
Alors, Quand on parle réseaux sociaux pour les entreprises, de quoi on parle? on va regarder rapidement un panorama. Ils y sont absolument pas tous. On n'aurait pas suffisamment des 10 heures pour parler de tous les réseaux sociaux qui existent. Donc on va se concentrer sur les principaux en France et je vais dire un peu les plus généralistes. Facebook, évidemment, tout le monde connaît. Twitter, Instagram, tout le monde connaît aussi. Pinterest, oui, bon, c'est bien. Vine, Google+, et puis ceux qui sont plutôt orientés pro, Viadeo évidemment, et puis LinkedIn. Alors, tous ces réseaux-là sont mentionnés parce que ils ont une audience qu'on peut considérer en France comme étant pertinente et suffisante pour que ce soit intéressant d'aller dessus. Il y en a beaucoup d'autres, mais ils sont encore beaucoup trop sur des thématiques de niche pour que ce soit vraiment intéressant, à moins que votre activité soit vraiment une activité de niche, mais pour se lancer dessus. Est-ce qu'on peut parler un peu chiffres pour les plus gros? Bon, alors Facebook, c'est un peu plus de 26 millions d'utilisateurs en France, donc c'est un Français sur 3, un Français sur 4, donc c'est quand même impressionnant. Globalement, par rapport à tous les réseaux, 70% des internautes utilisent les réseaux sociaux. Donc, vous comprenez là tout de suite à quel point il y a une audience à aller toucher. C'est tout le monde. C'est les lycéens, les ados, c'est Madame Michu, c'est les retraités, c'est les actifs, c'est les gens en ville, à la campagne. Enfin, tout le monde est présent sur les réseaux sociaux. Facebook, 26 millions. Twitter, on est aux alentours de, selon les chiffres, entre 5 et 7 millions d'utilisateurs quotidiens. Pour LinkedIn et Viadeo, on va être aux alentours de 5 millions de personnes. Je parle bien en France, hein. Donc vous voyez qu'il y a une audience qui est quand même absolument monumentale et que ça doit faire sens d'aller la toucher et d'aller lui parler. Alors, il y a une grosse audience, mais il y a aussi un usage quotidien qui est assez important. Parce qu'on pourrait dire, voilà, c'est des sites sur lesquels, ok, il y a beaucoup d'inscrits, mais il n'y a peut-être pas forcément une activité qui est démentielle. Sur Facebook, les gens se connectent, passent en moyenne 2 heures par jour. Donc 2 heures par jour, c'est monstrueux. Vous passez Au bureau au bureau, partout. Pour du pro On va pas se évidemment. mentir, tout le monde Pour est du sur pro. Facebook, sur son téléphone en général toute la journée. Donc effectivement, Il y a un indicateur qui est assez intéressant, c'est qu'une grosse partie de l'activité sur Facebook, ce sont les jeux. Et que l'activité jeu sur Facebook est la moins utilisée pendant les vacances et pendant les week-ends. Voilà. Candy Crush. Exactement. c'est ça, tout à fait. Donc oui, il y a un vrai phénomène de, effectivement, s'il y a du monde, mais les gens ils passent du temps sur Twitter. La plupart des gens se connectent tous les jours. Alors beaucoup sur Twitter ne font que lire les tweets. Il y a une part infime des gens qui tweetent. Donc si dans la salle vous tweetez, vous pouvez être fier parce que vous faites partie de l'élite des tweetos, puisque vous faites partie de ceux qui envoient des tweets. La plupart des gens se contentent en fait de regarder ce qui se passe et de s'en servir comme un outil de veille. Voilà les tweets suivants. Et oui, les tweets suivants. Les Donc tweets suivants. ça continue. Est-ce qu'ils ont retenu la première leçon? Oui. Alors attention, Guillaume, il y a un message personnel qui t'est adressé. Des alors, outils, une petite remarque d'ailleurs sur le tweet d'Intermédia. Il faudrait rajouter un point au début du tweet pour garantir que tout le monde voit le tweet. Voilà. C'est une petite astuce. Quand vous mentionnez quelqu'un, mettez un point devant pour que toute votre audience voit le tweet. Excuse-moi, je finis de tweeter, mais Je t'en prie. Merci. débrouille-toi. Alors, C'est à moi de faire ça? oui, c'est ta partie, mais je peux la faire, c'est pas grave. Alors, à quoi ça J'arrive. va servir d'être sur les réseaux sociaux? Évidemment, en tant qu'entreprise, vous allez vouloir trouver des clients. Ça peut être un des objectifs principaux et vous allez voir à quel point ça peut être utile. Tu veux continuer? Ouais. Je t'en prie. Attends, je vais revenir. Voilà. Je vais recommencer parce que c'était pas. C'est pas ça. C'était pas la bonne Non, accroche. c'était très bien. Non, ce qui est important, c'est effectivement, on va y revenir, mais c'est quand même le point important, c'est de pas aller dans les réseaux sociaux parce que c'est l'effet de mode et c'est cool d'y aller. Il faut réfléchir, comme toute chose d'un point de vue business, de se dire c'est quoi mes objectifs. Et les objectifs seraient clairement des réseaux sociaux, ils sont alignés avec les objectifs de l'entreprise. On ne va pas inventer de nouveaux objectifs pour l'entreprise parce que les réseaux sociaux sont là et puis du jour au lendemain, on va se dire tiens, je vais m'inventer une nouvelle mission. Très clairement, les réseaux sociaux, c'est une forme pour les entreprises de politique commerciale. Ça permet d'étendre la visibilité de l'entreprise et d'aller aussi, parce que tout à l'heure on citait des gros chiffres d'audience, mais aussi à l'intérieur de ces chiffres d'audience, d'aller segmenter, d'aller faire du targeting
vers des audiences qui sont intéressantes pour vous au niveau business. Et donc des prospects ou des futurs clients, ou des clients déjà existants qu'on va pouvoir relancer. Donc ce côté, est-ce que 1 euro que je mets ou 1 heure de mon temps que je mets à passer sur les réseaux sociaux, est-ce qu'un jour ça va me rapporter du business? Ça, c'est vraiment une des premières choses. La deuxième chose, c'est que c'est une très bonne manière aujourd'hui d'interagir avec les clients que vous avez déjà, qu'ils soient contents ou pas. Je ne sais pas si, pour ceux qui ont une utilisation un peu poussée de ces choses-là, moi, il m'est déjà arrivé de me plaindre d'entreprises. Par exemple, j'ai eu un souci avec Opodo qui ne répondait pas à ma demande de m'envoyer une facture sur un billet acheté. Donc j'ai commencé à la mentionner. Et puis des gens autour de moi ont commencé aussi à se replaindre en disant oui, moi aussi j'ai eu un problème avec ça. Et puis au final, ça a été retweeté, repartagé. Le community manager d'Opodo s'est réveillé un peu tard à essayer de se remettre dessus. Du coup, on a mis dans la boucle les community managers des autres comptes concurrents de Opodo qui ont commencé à se marrer des déboires de Opodo. Et donc, comme ça, si vous n'avez pas une présence active, bah, vous n'êtes pas capable de vraiment voir ce qui se dit de vous et d'interagir avec ceux qui ne sont pas contents, mais aussi ceux qui sont contents, parce que quand ça se passe bien, bah, les réseaux sociaux, c'est une bonne façon aussi de rétribuer une entreprise qui a bien bossé en disant bah, tiens, je suis allé, que ce soit un restaurant, du service, un produit qu'on a reçu chez soi, ou de manière professionnelle de dire bah, tiens, tel prestataire est un bon prestataire, ça se fait aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut accompagner vos clients là où eux, ils vont, et donc y être. Et puis aussi, c'est une façon pour ceux qui ont des transactions électroniques ou qui ont un CRM plugué sur Internet de tout de suite après une vente, bah, si on a réussi à savoir qui est mon client sur Twitter ou sur Facebook, de le relancer en disant au fait comment ça s'est passé, est-ce que vous avez un feedback, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour vous. Ça arrive comme ça, tout seul. Ouais, non, c'est bien. Non, c'est bien, ça met un peu de. La prochaine fois, je déroulerai mes. En fait, je programmerai des tweets avec mes slides, comme ça, je pourrai le suivre directement sur le tweet wall. On vous filera cela, c'est pas grave. Super. Donc. On fera une session plus complète de tweets dans quelques minutes. On va les continuer. Très bien. Un autre objectif, c'est que vous pouvez, en ayant une veille active, savoir ce qui se dit de vous, puis savoir aussi ce qui se dit de vos concurrents. Et éventuellement, ça vous donne quelques billes commerciales. Donc on rejoint le premier objectif, mais aussi quelques billes pour comprendre ce qui se passe sur le marché et pouvoir adapter vos offres. Paraître sympa, ça peut paraître sympa comme objectif, mais ça peut être aussi important dans d'autres thématiques qui touchent par exemple au recrutement. Si vous êtes dans un secteur d'activité où le recrutement est un peu tendu, bah parfois un candidat va se décider entre 2 entreprises par l'impression qu'il aura pu en avoir sur les réseaux sociaux, notamment dans les métiers de la com. C'est aussi pas mal ça. On a quand même beaucoup de personnes qui souhaitent travailler dans des milieux plutôt sympas, plutôt détendus, avec des entreprises qui sont un peu proches de leur communauté. Faire de la veille, c'est une bonne présence aussi. Le fait d'être présent activement va vous faire remonter, notamment sur des réseaux comme Viadeo, LinkedIn et Twitter, qui sont un usage un tout petit peu plus professionnel que Facebook, va vous faire remonter tout un tas d'infos que vous n'auriez pas forcément vues avec une veille uniquement web ou sans veille du tout. Et puis il y a encore plein d'autres objectifs qui peuvent être remplis, et ça dépend pas mal des entreprises et de vos objectifs très particuliers dans votre secteur d'activité. Sur les collectivités, il y a des objectifs qui peuvent être un peu différents, de lien avec la population, de communication, avec certaines obligations légales de communiquer. Donc il y a beaucoup d'objectifs là-dessus. Mais quels que soient les objectifs, on en revient quand même constamment à ce réflexe de la part des entreprises, notamment quand elles commencent à mettre quelques chiffres sur leur suivi, de savoir qui a la plus grosse communauté. Il y a un peu cette course à je veux plein de fans, je veux plein de followers, et puis finalement je fais beaucoup d'acquisitions mais pas grand chose après, et c'est ce qui nous amène à ce point qu'on aimerait aborder avec vous sur ok, vous avez défini vos objectifs, maintenant comment dans l'application de votre plan social media et votre présence sur les réseaux sociaux, comment est-ce que ça il faut le mener pour pas juste partir en quête de ce que nous on appelle les vanity metrics, donc le chiffre un peu vaniteux de dire super, j'ai une grosse communauté. Alors, je vais juste faire une toute petite parenthèse effectivement sur cette problématique de la taille de la communauté. Vous allez sûrement être sollicité par des prestataires ou directement sur vos comptes sur les réseaux sociaux pour acheter des communautés.
acheter des fans, acheter des followers, etc., acheter des vues sur YouTube. On n'achète pas une communauté, on ne crée pas une communauté non plus. On va simplement faire en sorte d'agréger des gens qui ont un intérêt commun. Donc attention, n'achetez jamais des fans, n'achetez jamais des followers, parce qu'ils seront tous au Pakistan, au Chili ou je ne sais où. Ils n'auront aucun intérêt pour votre entreprise. Alors effectivement, vous aurez 10 000 fans, votre concurrent n'en a que 8 000, vous serez content, mais ça vous servira absolument à rien. Voilà. On est en live avec Vine. Alors là. qu'on a des Oui, vidéos qui Vine. est en direct là? Bravo, bien joué. Alors, pourquoi et comment engager des communautés? On va rentrer un peu plus dans le concret. On va aussi répéter ce qu'on a déjà dit, mais c'est important de fixer tout ça parce que c'est vraiment la base. Comment être présent efficacement et pourquoi être présent efficacement. Alors, pourquoi se lancer? On l'a vu, c'est une source d'information incontournable pour vous. Faites de la veille. Vraiment, les gens parlent énormément sur les réseaux sociaux. Ils parlent de vous, ils parlent déjà de vous. Regardez ce qui se dit, regardez ce que disent vos concurrents, regardez ce que font vos concurrents. Vous n'imaginez même pas la source d'information que ça représente. Sur LinkedIn, vous êtes capable, si vous utilisez correctement le réseau, d'aller voir si certains de vos prospects ne sont pas en contact avec vos concurrents et éventuellement s'ils ne sont pas en train de réactiver une relation avec un de vos concurrents. En général, ça voudra dire que c'est le bon moment pour décrocher votre téléphone et le rappeler. C'est une source d'information pour vos clients. Aujourd'hui, les gens, ils vous cherchent sur Facebook, ils vous cherchent sur Twitter, sur LinkedIn, peut-être même avant même de vous chercher sur Google. Donc s'ils ne vous y trouvent pas, ils vont soit trouver vos concurrents, une fois de plus, c'est pas le mieux, soit tout simplement pas chercher plus loin. Cette entreprise, elle n'a pas d'existence, donc je ne vais pas plus loin. Je me permets d'intervenir juste sur ce point-là. Je pense que vous pouvez tous à peu près vous remettre dans cette situation quand vous avez reçu un CV, une offre commerciale, un mail entrant, pas de démarchage mais presque, ou vous avez recroisé quelqu'un dans un événement ou quelqu'un vous a mis en relation avec quelqu'un. Le premier réflexe, c'est j'ouvre mon navigateur, je tape à la limite dans Google pour voir ce qui sort. Et en général, les 3 premiers résultats, ça va être le profil Facebook de la personne, le profil réseau social d'entreprise type Viadeo ou LinkedIn, éventuellement la page où il y a son nom sur son entreprise, mais en général plus loin. Donc de toute façon, dès que vous êtes en lien avec une entreprise ou une personne, de plus en plus, sa personnalité et en fait ce que vous allez en voir d'elle via vous allez chercher à comprendre qui elle est, ça va être ses réseaux sociaux. Donc, ce qui est valable pour eux, quand vous le faites assez naturellement, c'est valable pour vous quand vous êtes dans la démarche inverse, c'est-à-dire de contacter une autre personne. Donc, les gens se renseignent sur vous. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de faire là-dessus. Google ouvre pas mal ses statistiques de recherche, de voir combien de personnes vous cherchent par mois. C'est assez intéressant. Si elle ne vous cherche pas assez, c'est qu'il y a peut-être un boulot déjà à faire a priori. Mais à partir du moment où vous avez 100, 200, 300 recherches, potentiellement, c'est des gens qui cherchent à connaître qui vous êtes, à rentrer en contact avec vous, à se renseigner sur vous. Et donc, c'est intéressant de vous mettre dans la position de dire qu'est-ce qu'elle trouve quand elle me cherche. C'est un bon exercice à faire, je pense. Alors, pourquoi c'est important de se lancer? Parce que vous êtes déjà présent, malgré vous. Les gens parlent de vous, mais quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous êtes, B2B, B2C, peu importe, un domaine d'expertise ou pas, je suis prêt à parier aujourd'hui que dans 90% des cas, votre entreprise est déjà présente malgré vous sur les réseaux sociaux. Parce que les gens, comme le disait Guillaume tout à l'heure, disent quand ils sont contents. Souvent c'est l'inverse, ils disent quand ils sont mécontents. Donc là c'est plus dangereux. Mais faites le test, vous verrez, par exemple avec Mention dont on parlait tout à l'heure, les gens parlent déjà de vous. Donc reprenez la main sur cette conversation-là, c'est vraiment indispensable. Finalement, les réseaux sociaux, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, depuis quelques années. C'est juste la suite logique de quoi? Du bouche à oreille dans les années 50, comment on se faisait connaître quand on était une entreprise? Parce qu'un client était content, parce que tonton parlait à son cousin de l'entreprise de machin. Et puis après, il y a eu les annuaires. Alors ça date d'un peu avant, mais il fallait à un moment donné, en tant qu'entreprise, être absolument présent sur les pages jaunes. C'était indispensable pour trouver des clients, générer du business. Puis il y a eu le web, les années 2000. Toutes les entreprises ont fait leur premier site internet. Certaines ne les ont toujours pas mises à jour d'ailleurs.
Donc, je vous invite à le faire si c'est le cas. Le petit tacle au passage. Voilà. Et puis voilà, aujourd'hui, après tout ça, il y a les réseaux sociaux. Et puis on verra ce qui viendra par la suite. Mais c'est vraiment important aujourd'hui. C'est l'évolution naturelle de votre site internet. Donc soyez vraiment attentifs à tout ça parce que c'est devenu indispensable. Juste Pierrick, pour préciser à la salle, au-delà de tweeter, sachez également qu'ils répondront aux questions de la salle à la fin de leur intervention. Donc vous prendrez la parole tout à l'heure. Alors, on va essayer de donner des choses un peu concrètes. Qu'est-ce qui marche pour être présent sur les réseaux sociaux? Se constituer une communauté active. J'insiste, n'achetez pas de fans. Constituer une communauté de gens qui vont s'intéresser, qui vont partager, qui vont relayer, qui vont commenter, qui vont vous solliciter, vous poser des questions. C'est très très plaisant quand on gère des pages de marque de voir des fans arriver et dire j'adore ce produit. On a nous des cas où les gens nous prennent en photo les produits qu'ils achètent et nous envoient les photos. Ça c'est génial parce que derrière on peut le repartager et on a une communauté qui vit. On n'est pas juste en train de leur pousser de l'information, mais ils sont en train de nous remonter des choses. Et en général, quand c'est agréable, c'est quand même beaucoup plus plaisant. L'alimenter avec du contenu pertinent. Il y a une grosse mode sur Internet, c'est de mettre des chats. Je suis désolé, je suis obligé d'en parler, hein, mais non, arrêtez les chats sur votre page Facebook pro en plus. Vraiment. Ouais. Il y a peut-être des exceptions, mais arrêtez les chats, arrêtez les poneys, hein, Guillaume. J'ai vu des singes. Les singes. Des singes. Arrêtez. Le contenu que vous publiez, même s'il doit être marrant, même s'il doit être mignon, alors c'est génial, un petit chat qui joue avec une balle. Wow. Même en vidéo, ça passe pas. Non, non, vraiment. Il faut que ce soit pertinent, il faut que ça colle à votre univers de marque. Évidemment, si vous êtes une animalerie, mettez des chats, j'ai aucun souci avec ça. Par contre, si vous êtes une grande chaîne de télévision ou une marque de vêtements, je vois pas bien l'intérêt ni la pertinence. Ça peut être marrant une fois, mais par pitié, évitez les séries de chats, quoi. Donc du contenu pertinent, mais Monsieur Berthollet reviendra là-dessus de manière plus complète. Sur le contenu, hein, sur la pertinence. Et sur les chats, je pense. Sur les chats, oui. Ouais, merci. Alors, récompensez-la, votre communauté. 70% des fans d'une page sur Facebook attendent des promotions. C'est là où on fait gagner des chats. C'est là où on fait gagner des chats, éventuellement, ou des accessoires pour chats. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Récompensez votre communauté, parce que les gens attendent quelque chose, plus que simplement du contenu qui n'est pas des chats. Ils attendent éventuellement des coupons de réduction ou des jeux concours, enfin, que vous apportiez quelque chose en plus. Et puis surtout, répondez aux questions posées. On voit encore aujourd'hui beaucoup de comptes sur Facebook, encore plus sur Twitter, des gens où il y a des questions qui sont posées qui n'y répondent pas. Revenons 2 minutes à la réalité. Vous rencontrez un client ou un prospect dans la rue, dans la vraie vie, dans votre magasin, j'en sais rien. Il vous pose une question. Vous faites quoi? Vous répondez, évidemment. Alors pourquoi ne pas le faire sur les réseaux sociaux? Si quelqu'un vient vous solliciter, c'est le moment ou jamais de lui répondre et de lui vendre votre marchandise, quoi. Donc attention à ça. Pensez à l'interaction. On n'est pas sur un média descendant. On ne broadcast pas de l'information en se disant allez, elle est diffusée et advienne que pourra. On est vraiment dans une logique d'interaction et de relation. Donc ça, c'est vraiment super important. Et puis il y a ce qui ne marche pas. Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Ce n'est pas un merveilleux monde où tout se passe bien, même quand on met des chats. Ce qui ne marche pas, ça va être de faire uniquement de l'achat d'espace publicitaire. Si vous vous contentez d'aller sur Facebook ou sur LinkedIn pour mettre votre pub sur la droite, ça ne marchera pas. Vous aurez à peu près autant d'efficacité que de la publicité sur AdWords, par exemple. Ça peut suffire, hein, mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour faire de l'achat d'espace. On est là pour créer du lien. Faire du social commerce. Alors ça a été très à la mode à un moment donné. On parlait du Facebook commerce. Il y a des grosses agences qui ont même racheté des startups qui s'étaient lancées là-dedans, etc. Je pense qu'ils s'en mordent un peu les doigts parce que les gens ne sont pas sur Facebook pour vous acheter quelque chose à ce moment-là. Donc l'acte d'achat ne se fera pas sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou sur Viadeo, même si en B2B c'est un peu différent. Mais en tout cas en B2C, les gens ne sont pas là pour acheter votre produit. Ils sont là pour
entendre parler de vous, être divertis, mais ils ne sont pas là pour cliquer, sortir leur carte bleue, non. Parce que la première raison pour laquelle les gens sont sur Facebook, c'est pas forcément pour entendre parler de votre marque, c'est pour voir si le mariage de la cousine s'est bien passé, si les photos du dernier petit, de la sœur, voilà. Donc ils ne sont pas là pour acheter. Donc attention, ne cherchez pas à vendre à tout prix et encore moins à mettre une boutique sur Facebook. Ça ne marchera pas. Et puis la dernière chose, qui fait écho finalement à tout ce qui marche, ne laissez pas vivre la communauté toute seule. Votre communauté, elle ne va pas s'auto-alimenter, à moins que vous vous appeliez Coca-Cola ou autre. Votre communauté, elle va vous poser des questions, donc répondez-y. Faites vivre tout ça. Faites-le vivre, c'est important. On va le voir après, il faut publier du contenu régulièrement. Donc il ne faut pas faire 3 posts sur Facebook en 2 jours, et puis d'un seul coup, arrêter de publier pendant 3 mois. Ça, c'est le meilleur moyen de faire en sorte que les gens disent bon, cette entreprise, elle ne s'intéresse pas forcément à moi et elle me parle pas régulièrement. Alors, comment se lancer? Se fixer des objectifs. On ne va pas sur les réseaux sociaux parce que depuis tout à l'heure, on vous dit qu'il faut y aller. On n'y va pas parce que le concurrent y est. On n'y va pas parce que c'est à la mode. On se fixe des objectifs. Améliorer ma notoriété, c'est un objectif. Générer du trafic sur mon site internet ou dans mon magasin physique, ça c'est un objectif. Donc avant d'y aller, posez-vous la question de pourquoi j'y vais. C'est primordial. Deuxièmement, définissez la cible. À qui je veux m'adresser? Est-ce que je m'adresse à tous mes prospects? D'abord, bon, je suppose que vous connaissez votre cible. Est-ce qu'ils sont jeunes? Est-ce qu'ils sont vieux? On ne va pas revenir sur ces problématiques de segmentation, mais c'est réellement important de savoir à qui je veux parler. Vous pouvez très bien adresser qu'une partie de votre cible sur un des réseaux sociaux. Ensuite, vous définissez votre stratégie. Donc ça va être une stratégie de contenu. Guillaume va y revenir. Qu'est-ce que je publie? À quelle fréquence? Sur quel ton? On peut vouloir paraître sympa, mais on peut aussi vouloir, sur un compte sur les réseaux sociaux, avoir un ton très corporate. Pourquoi pas? Mais il faut que ça fasse partie d'un choix et que ça vienne alimenter votre stratégie et répondre à vos objectifs. Donc la ligne éditoriale, le choix des réseaux, Facebook, Twitter, est-ce que je vais sur LinkedIn? Pourquoi je vais sur Facebook et pas sur LinkedIn? Et puis évidemment, les indicateurs. Je me suis fixé des objectifs, il faut que je sois en mesure de vérifier si je les atteins. Donc si mon objectif c'est du trafic sur mon site internet, je mets en place un Google Analytics propre pour vérifier que je génère du trafic sur mon site internet depuis les réseaux sociaux. On peut même pousser plus loin, on peut aller voir si on génère des ventes sur le site e-commerce de la société depuis les visiteurs qui viennent des réseaux sociaux. Donc on peut aller très loin, mais c'est important d'aller loin pour pouvoir vérifier tout simplement si ça marche. Et puis ensuite il faut se lancer, donc créer une page, un profil complet. Attention, votre profil il doit être cohérent avec votre charte d'entreprise, donc votre charte graphique. Évitez le coup du c'est un compte perso et puis d'un seul coup je me mets un peu à utiliser ça pour publier au nom de l'entreprise. Ça c'est horrible. Il va falloir publier régulièrement. Il va falloir publier au bon moment. Au bon moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens auront plus d'attention dans votre communauté peut-être à 8h le matin parce qu'ils sont dans les transports en commun, qu'à midi parce qu'ils sont en train de manger. Et puis ils seront peut-être plus actifs le week-end, ou à l'inverse, peut-être plus actifs le mercredi. Je ne sais pas. Ça va être à vous de le déterminer. Comment? En vérifiant avec vos indicateurs. Pensez bien à être dans une logique d'apprentissage. On n'est pas des gourous, on n'a pas la baguette magique. Enfin, oui, toi, oui, pardon. Donc, je ne suis pas un gourou. J'ai pas la solution miracle. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez apprendre. Vous allez sûrement faire un post qui va être un flop complet. Mais au moins, une fois que c'est fait, si vous analysez pourquoi il n'a pas marché, vous allez être en mesure de vous dire je ne referai pas la même bêtise. Peut-être que ma communauté, effectivement, le samedi soir, elle est pas sur Facebook. Pourquoi? Ah oui, mais c'est des jeunes. Les jeunes, le samedi soir, ils ne sont pas sur Facebook, ils sont avec leurs copains. Je caricature, mais c'est vraiment important d'être dans cette logique-là. Et puis, on y revient, publier du contenu de manière pertinente. Donc sur le bon ton, arrêtez les chats. Et puis surtout, parler à votre communauté de manière intéressante sur des sujets qui vont les intéresser. Alors, ça tweet toujours.
Ah, une petite analyse. Bon, ça, c'était Alors, avant. Grégory, Ouais. effectivement, on n'a pas parlé de troll. Guillaume, tu es peut-être mieux placé que moi pour parler de On troll. salue vu que tu Grégory en es Palaillé. Hein. Qui est un troll lui-même, hein, Le c'est pour ça cuisinier- qu'il tient le un peu cuisinier la, en chef de la cuisine du web. il tient un peu la couverture à lui, mais c'est vrai que c'est un troll notoire. Les trolls, c'est ceux qui ont un truc qui passe pas avec votre entreprise ou avec vous personnellement, et qui vont venir un peu faire la stratégie du pourrissement, qui était un peu compliqué quand il n'y avait pas Internet, parce que ça voulait dire envoyer des courriers, des colis, venir faire le pied de guerre dans les locaux, poser des questions perturbantes dans les événements publics. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est très simple, hein, parce qu'on peut commenter partout, tout le monde peut s'exprimer, et donc il y a des gens qui le font très bien. Et qui prennent quelqu'un qui ont du temps souvent pour ça, bizarrement, et qui passent beaucoup de temps à traîner tout ce que vous faites dans la boue, à dire que c'est nul, à venir faire de la désinformation. Et voilà, en gros, la stratégie du pourrissement sur les endroits où vous prenez la parole. Et donc, il faut arriver à les gérer. Bien gérer un troll, c'est pas ne pas parler au troll, mais c'est surtout ne pas le nourrir. Un troll, ça se nourrit de l'intérêt qu'on lui porte. Donc il ne faut pas le nier complètement parce que voilà, mais il faut réussir par toutes petites touches, donc en lui donnant le minimum possible d'attention et de lumière, réussir à dédramatiser le truc. Un truc qui marche très très bien avec le troll, alors on n'arrive pas toujours à savoir qui c'est. De plus en plus quand même on peut arriver à traquer, puis il y en a qui le font en plus très ouvertement, il n'y a pas de souci. Très souvent la confrontation physique, confrontation physique. Il y a deux types de confrontation physique, je vous recommande l'une d'entre elles. De le voir, de l'appeler au téléphone, souvent ça désamorce un peu tout. Et il ne faut pas hésiter à le faire très vite. Et puis, il y a un truc à surtout ne pas faire, c'est ce qu'on appelle les messages, alors en anglais c'est Career Limit Message. Donc c'est les messages qui vont limiter votre carrière assez rapidement. C'est les trucs sur le coup de l'énervement de répondre. C'est très vite envoyer un tweet ou un contre-commentaire sur Facebook ou même un mail, un peu sur le coup de l'énervement. On fait partir un truc qui est interprété très différemment, sauf qu'après c'est publié et ça peut très vite se retourner contre vous. Donc il y a des choses comme ça, parfois il faut se dire ok, ça m'énerve, je sens le petit truc qui monte là, j'aimerais bien le défoncer ce troll, mais de pas céder à la panique et de dire calmons-nous, c'est normal, il y en aura, c'est au moins signe que je suis remarqué. Donc l'objectif numéro 1 est rempli. Maintenant, gérons ça tranquillement, dédramatisons, et surtout tombons pas dans son jeu, parce que lui, c'est ce qu'il cherche, c'est ce qui va lui faire plaisir. Je te laisse la parole sur le contenu. Voilà, maintenant on va rentrer un peu dans le contenu. Merci Pierrick. Merci Pierrick. Qu'est-ce que tu as On dit répondra aux questions tout à l'heure. Il y en avait une notamment sur le Bien sûr. basculer son SAV sur les réseaux sociaux, un danger ou pas. Ouais. Le SAV, mais c'est valable aussi. On a parlé un tout petit peu de lier aussi ses actions sur les réseaux sociaux avec son CRM. CRM. Customer Relationship Manager. Merci. Gestionnaire de relations clients. Plutôt commercial, qui est de dire en fait si vous avez, pour ceux qui sont plus côté commercial, si vous avez un pipe de transformation, vous faites rentrer des prospects, vous espérez qu'il va en sortir des clients à un moment, vous avez différentes étapes de transformation. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une façon de remplir ce tunnel de conversion, donc de faire rentrer des prospects, et puis pour des prospects qui sont rentrés par ailleurs aussi, d'aller les engager sur les réseaux sociaux. Donc on parlera effectivement de tout ça tout à l'heure. Guilhem, on y va. On y va, ça va. Acquéreur de l'audience, on est Je suis à l'heure. On est dans le timing. On l'a dit. Pierrick est à l'heure. Ouais. Moi, on va voir. Donc effectivement, le point sur lequel on s'est arrêté avec l'intervention de Pierrick, c'était ce côté il faut publier du contenu pertinent et régulièrement. Effectivement, on a bien compris une fois qu'on a agrégé une communauté et que ça commence à prendre, il y a des effets auto-entraînants, une grosse communauté aura tendance à grossir encore. Qu'est-ce qu'on lui dit ? Voilà, s'il faut l'engager une fois par jour, 2 fois par jour, voilà, assez rapidement, en général, au bout d'un mois, on a fait un peu le tour des sujets faciles qu'on avait à dire et on se retrouve un peu le nez dans l'eau, le bec dans l'eau à se dire je sais pas trop de quoi parler, donc je vais pas parler. Donc il va se passer d'abord un jour, puis 2 jours, des fois une semaine. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des entreprises qui prennent la parole, en général début janvier, pour dire on n'a pas été trop présent, on fait la bonne résolution 2014, si on va être plus présent, on va parler un peu plus à notre communauté, et puis le truc d'après, c'est mars. Parce qu'on n'a pas réussi à trouver ça. Et donc, il faut réussir à mettre en place une stratégie de contenu, et donc à devenir quelque chose qui est un nouveau métier qui apparaît, qui est content marketer, donc qui est du marketing de contenu. Il y a un truc très 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 simple. Alors pour ceux qui ont des bons yeux et du temps, je vous ai mis la définition à peu près normale en bas. Mais le seul truc à savoir, c'est que
avec les réseaux sociaux et avec aussi de plus en plus les règles qui changent dans tout ce qui est référencement naturel, les règles qui changent aussi dans la masse d'informations auxquelles on est soumis, il faut dire des choses qui intéressent les gens. Pour, d'une part, faire vivre la communauté, et puis d'autre part, arriver à les fidéliser autour de ces contenus. Et donc ça veut dire qu'il faut être d'abord avoir une casquette de contenu pour ensuite caler sur toute cette problématique de contenu des objectifs marketing, des objectifs business. Et donc ça veut dire que ça demande un petit changement de la part d'entreprises qui, Pierrick le disait, qui pendant longtemps ont eu des discours très descendants, de dire je m'exprime, je parle de moi. Voilà. Donc typiquement, pour beaucoup d'entreprises, de collectivités, d'institutions aujourd'hui, la prise de parole, c'est je serai présent à tel salon, je vais dire ça, j'ai fait ça, mes clients disent de moi ça. Typiquement, je ne sais pas si c'est de l'info qui vous intéresse sur les entreprises, mais moi en général, je passe très vite là-dessus. Je ne lis pas les communiqués de presse, je lis très peu les pages testimonial client parce que je sais comment c'est rédigé, parce que j'en ai rédigé moi-même. Donc voilà, donc ça fait des phrases très belles, très propres. Les clients sont toujours très satisfaits et de la réactivité, et de la qualité, et de l'écoute de ce que vous avez pu faire. Et c'était bien mieux que d'autres de vos concurrents. Vos concurrents, ils ont les mêmes. Donc c'est une information qui est pas engageante et qui n'est pas entraînante. Et donc du coup, il faut arriver à changer un petit peu cette approche et de dire, je ne vais plus parler de moi, uniquement de moi, je vais parler de choses qui intéressent les gens qui m'intéressent moi. Donc c'est une casquette un peu média, et je pense que là-dessus, Intermédia aurait sûrement des choses à dire aussi. Mais il faut être, sans être journaliste, parce qu'il y a une déontologie et des méthodes qui ne sont pas forcément celles que vous allez appliquer, mais il faut être un peu dénicheur de contenu intéressant. Et typiquement, il faut que vous vous posiez la question de, au-delà de qu'est-ce que les gens aimeraient savoir de moi, dans votre activité, c'est qu'est-ce que les personnes dont j'aimerais avoir l'attention, dont j'aimerais avoir l'approbation, dont j'aimerais qu'elles m'accordent de la crédibilité et de la légitimité, quel type d'informations pourrait les intéresser réellement. Et donc on va se retrouver à parler de sujets qui parfois sont assez loin, mais qui vont vous permettre d'agréger cette communauté. C'est ça qui est vachement important. Ce que vous agrégez, ce n'est pas uniquement des clients tout de suite, ou des fans de votre entreprise, c'est des personnes, des professionnels ou des particuliers qui sont intéressés par des sujets. Et donc ils vont venir consommer ça, et c'est en ça que vous allez pouvoir nourrir vos communautés et nourrir votre approche sur les médias sociaux. Donc on revient un peu sur les objectifs, parce que c'est en fait problématique de contenu et problématique de réseaux sociaux, c'est un peu les mêmes. Aujourd'hui, par le contenu, vous pouvez acquérir de nouveaux clients. Parce que j'ai bien parlé de mon métier, parce que j'ai délivré des informations intéressantes, pertinentes. Par exemple, je m'adresse à un public de DRH, mes clients types, c'est des DRH. Je donne de l'information intéressante pour bien faire leur métier. Au bout d'un moment, ces gens-là, ils vont transférer l'attention qu'ils portent à mes contenus à l'attention qu'ils portent à mes offres commerciales. Mais ça se fait sur la durée. Donc trouver de nouveaux clients, ça peut être une des actions. Faire reconnaître une expertise. Vous êtes le spécialiste de la planche à roulettes en polystyrène. Si vous parlez avec amour de votre métier, de pourquoi les nouvelles techniques, de comment ça peut être utilisé, sans faire de la pub produit, et que vous parlez sur qu'est-ce qu'on peut en faire de cette planche à roulettes, les cas d'usage, dans quel pays ça a été utilisé, les figures qu'on peut faire, vous allez créer en fait un média qui va intéresser très peu de personnes peut-être. Peut-être que ça va intéresser 300 personnes dans le monde, mais ces 300 personnes-là, c'est votre cœur de cible sur des contenus. Et du coup, vous allez aussi apparaître petit à petit, parce que vous êtes un peu monomaniaque du sujet, comme l'expert là-dessus. Et d'être expert, ça a une grosse valeur. Ça a une grosse valeur sur quel que soit le secteur sur lequel vous êtes, quelle que soit la région géographique sur laquelle vous êtes. Si directement, c'est un truc qu'on dit top of mind, si dans la tête de vos prospects, de vos audiences, quand ils réfléchissent à un sujet, ils se disent le spécialiste c'est un tel parce qu'il parle, il a créé des contenus, j'ai lu des choses, je l'ai vu dans une conférence, tout de suite vous gagnez. C'est quelque chose qui est un peu intangible, qui est difficile à évaluer, mais qui a une vraie valeur. Ça peut être aussi le cas sur un sujet qui va arriver. Dans votre entreprise, vous êtes persuadé que dans 2 ans, 50% de votre business se fera sur une thématique qui aujourd'hui n'est pas vraiment connue. Si très en amont, vous commencez à prendre la parole là-dessus, déjà ça va vous rendre intelligent sur le sujet, parce qu'à essayer d'expliquer aux autres, en général on comprend mieux soi-même. Et puis surtout, quand le sujet va devenir un peu mainstream, va devenir dans l'air du temps, automatiquement, vers qui est-ce qu'on va se tourner? On va se tourner vers la personne qui avait vu ça déjà depuis un petit moment et qui en parle bien et qui a déjà pris la place. Adresser une audience précise via des contenus, c'est parfois plus facile à faire que via de la pub. Je suis sûr parmi vous des personnes qui cherchent à viser une audience précise et qui, même s'ils avaient un budget marketing, ne sauraient pas où le dépenser.
parce qu'il n'existe pas le support qui va bien pour ça ou l'événement spécialement dédié. Donc souvent, on se résout à mettre de l'argent sur des dépenses marketing qui sont beaucoup plus larges que ce qu'on voulait pour essayer, au final, sur toutes les personnes qu'on va toucher, d'en avoir une petite partie. De créer vous-même le média, d'être le média sur un sujet en particulier, qui est peut-être très précis, en fait, ça vous donne cette liberté. Ça vous donne cette possibilité en fait, de mettre votre budget marketing sur sur un endroit où vous êtes sûr de toucher, que 100% des gens que vous avez touchés sont dans votre cible, et de ne pas disperser. Ça permet aussi d'améliorer ses relations presse. Aujourd'hui, la presse, les journalistes utilisent Google, ils utilisent les réseaux sociaux pour trouver des sources, pour trouver des sujets dont ils vont parler, et pour aussi voir est-ce que les personnes que je vais trouver dans ma veille sur un sujet en particulier, est-ce qu'ils ont l'air légitimes. Est-ce que si je tape leur nom dans Google, parce que j'ai vu qu'éventuellement ils avaient parlé du sujet qui m'intéresse dans mon article, je vois déjà plein de citations dans d'autres articles, je vois qu'ils ont écrit des choses, ce qu'ils ont écrit ça me semble pertinent, donc je vais appeler cette personne pour qu'elle me serve de source. Donc c'est une sorte aussi d'inversion du sens des relations presse, je prends une agence presse qui va essayer de diffuser mes messages, les journalistes vont venir me voir parce que je suis une source crédible et intéressante. Et ça se passe réellement. Et puis il y a un truc qui n'est pas négligeable, c'est qu'il y a quand même une grosse bataille pour le trafic. Dans beaucoup de secteurs d'activité, il faut attirer des acheteurs potentiels sur son site. Le SEO, c'est le référencement naturel, Search Engine Optimization. C'est en gros comment naturellement, sans donner d'argent à Google, je vais réussir à apparaître assez vite dans les résultats de recherche. Et aujourd'hui, la création de contenu, c'est quelque chose qui est ultra valorisé par Google dans son ranking, dans son classement, pour dire dans quel ordre est-ce que les résultats vont apparaître. Et de plus en plus, c'est ça qui est valorisé. Ils valorisent même maintenant jusqu'au niveau de qui a écrit quel contenu. Donc ils ont un ranking pour la qualité des auteurs. Mais la qualité du contenu est super importante pour arriver à sortir en premier sur les moteurs de recherche. Et donc auparavant, quelqu'un qui voulait acheter une piscine, tapait piscine, et puis il voyait des fabricants de piscines. Aujourd'hui, ce que Google montre, et même si ce n'est pas la réalité dans la vraie vie, souvent la réalité de Google est plus forte parce que c'est par là qu'on passe pour votre business. Ce qui montre, ça va être des contenus. Ce ne sera pas des fabricants de piscines, ce sera des contenus sur les piscines. Donc si vous êtes cette personne qui a les bons contenus sur les piscines, que je clique sur le contenu, du contenu, je vais arriver à votre boutique ou à votre contact commercial. Donc c'est un peu ça qu'il faut réussir à se mettre en tête, de se dire, en fait, il faut inverser l'approche en disant, ok, maintenant je suis rédac chef, il faut que je crée de bons contenus, avec quand même derrière la deuxième casquette qui est celle de marketeur. Ça marche dans tous les secteurs. Là, je vous ai mis quelques exemples. Ça peut marcher dans le logiciel, dans du conseil, ça peut marcher dans l'éducation, ça peut marcher dans les trucs RH, ça peut marcher dans... Vraiment, je pense qu'on pourrait se faire... alors, je ne sais pas s'il y a de l'alcool à la pause, mais ça aide un peu parfois sur certains sujets. Mais vous pouvez venir me challenger sur votre sujet. On peut trouver à chaque fois une ligne éditoriale. Il faut croiser quel est le sujet dont je veux être reconnu comme l'expert, quelle est l'audience que je veux viser. À chaque fois, on peut redéfinir un petit média super précis pour arriver à faire ça. Et vraiment, ça marche dans tous les cas. Dans quasi tous les cas, il n'y a pas, je pense, un seul business, une seule collectivité qui peut pas se dire, en fait, j'ai rien à dire. En fait, il y a un peu de technique, mais il y a toujours des choses à dire. Alors, les réseaux sociaux dans tout ça, ça a une grosse place parce que c'est aujourd'hui une énorme caisse de résonance. Aujourd'hui, en moyenne, sur des sites de contenu, ça va entre 30 et 60% du trafic qui vient par les réseaux sociaux, en fonction de la viralité. Sur du B2B, c'est un petit peu moins, mais la présence de réseaux comme Viadeo et LinkedIn, les deux donnent de plus en plus d'importance au contenu qui est produit. Si vous allez aujourd'hui sur ces sites, auparavant, vous aviez les contacts que vous aviez. Maintenant, quand vous y allez, vous voyez les parutions qui sont sorties. Guillaume, oui. je me permets de vous couper, faites gaffe. Il y a Sébastien je Nagy sais. qui est devant vous. Hein. Je sais. Il vous écoute de chez Viadeo, qui interviendra tout à l'heure juste après la pause. Non, parce que je voyais lever les yeux dès que vous avez dit Viadeo. C'est vrai ? Ouais. Je n'ai pas dit de bêtises pour l'instant. Tout va bien, Sébastien ? Très bien. Bon. Donc c'est une vraie caisse de résonance. Ça permet de faire un truc un peu plus subtil aussi. C'est que dans votre domaine d'activité, il y a, disons, 10 ans, pour trouver qui étaient les influenceurs, en gros, il y avait 2-3 journalistes, un organisateur d'événements, peut-être un analyste, quelques personnes qu'on savait avoir écrit un bouquin ou prendre la parole de temps en temps. Et c'était pas facile de rentrer en contact avec eux. Aujourd'hui, toutes les personnes qui sont référentes sur un sujet, globalement, quand même, vont avoir un compte Twitter qu'elles vont utiliser à titre perso. Vont avoir une présence sur les médias sociaux. Et ça a donné une sorte de droit d'entrée vers eux beaucoup plus simple. On peut, avec quelques caractères, aller faire un petit appel du doigt à quelqu'un en disant est-ce qu'on peut se parler ? Et dans certains cas, ça marche. Et ça marche d'autant plus si derrière, vous avez un petit peu de légitimité ou de crédibilité. Et ça vient aussi par la publication de bons contenus.
Mais vous pouvez très bien aujourd'hui rentrer en contact avec des personnes vers lesquelles vous n'auriez jamais pu rentrer en contact aussi facilement auparavant. C'est parce que vous allez faire du bon contenu, vous allez mettre en place une vraie veille, et parce que vous allez diffuser sur vos réseaux sociaux ce bon contenu, vous allez aussi avoir des remontées de tout un tas d'autres contenus intéressants. Il y a vraiment un effet apprenant à partir du moment où on crée du contenu, qu'on les diffuse sur les réseaux sociaux, où on arrive à faire remonter tout un tas de choses, donc ça vous rend plus intelligent, ça vous rend plus pertinent, ça vous donne des idées de sujets, qui est quand même un des points aussi de se retrouver devant la feuille blanche. Donc c'est une des choses qui est super intéressante, et ça passe notamment par l'ouverture à la discussion et au dialogue. Et parfois même le contenu que vous allez créer, c'est pas vous qui allez le créer. Dès que vous avez une communauté un peu importante, vous pouvez très bien lancer une question à votre communauté et dire si vous avez si je reviens à mon exemple de la planche à roulettes, si vous avez 200 skateurs dans le monde qui vous suivent et qui sont fans de vos produits, vous pouvez leur lancer des questions en disant bah tiens, quelle est votre figure préférée? Vous allez voir remonter plein de choses. Ça vous donne plein d'idées de contenu pour écrire, et parce que ce contenu-là qui est remonté, ça intéresse aussi d'autres gens. Et donc ça va vous permettre, un peu comme une boule de neige, avec des bons contenus, d'avoir une communauté, avec la communauté d'avoir de meilleurs contenus, et ainsi de suite. Et puis on l'a dit déjà tout à l'heure, ça permet d'améliorer les RP aussi, parce que de plus en plus il y a un déplacement, que les journalistes font eux-mêmes un usage des réseaux sociaux pour diffuser leur contenu et avoir une approche journalistique qui est un peu différente de celle d'avant. Où est-ce qu'on en est du timing? C'est parfait. Donc pour finir, on avait envie de vous donner avec Pierrick 7 règles d'or qui marchent pour nos deux sujets qui sont finalement un seul, contenu et communauté. La première chose, vraiment, c'est primordial, c'est de tenir dans la durée. Vous n'allez pas réussir en 3 mois. Peut-être en 3 mois, vous allez commencer à avoir les premiers bons résultats. Vous aurez peut-être une première touche client, une première touche journaliste, quelques premiers chiffres. Vous allez vous dire, tiens, c'est marrant, là, depuis quelques semaines, quand on commence à publier, ça rebondit un petit peu plus dans les communautés, parce qu'il y a une question quand même de taille critique. On en a parlé un peu tout à l'heure en disant qu'il ne faut pas s'obnubiler sur la taille. La taille compte quand même un peu. Mais la durée est sûrement l'élément le plus important. Vous pouvez avoir une approche où finalement vous faites ça sans investir des milliers et des milliers d'euros, mais vous le faites bien et surtout vous y tenez pendant 2-3 ans. Et il y a une vraie prime à celui qui tient. Et je voudrais ajouter, pour tenir sur la durée, pensez à vous renouveler. Si vous vous contentez de publier toutes les 2 semaines un article de votre blog sans vidéo, sans photo, juste du texte par exemple, et que vous le relayez sur votre LinkedIn ou sur votre Viadeo, sur votre Facebook, et que vous faites ça juste régulièrement, on a parlé de la régularité tout à l'heure, au bout d'un moment vous allez lasser votre audience. Donc pensez à ajouter peut-être une photo, une vidéo. On peut reprendre l'exemple de la planche à roulettes. Pourquoi pas, mettez un chat sur votre planche à roulettes, postez votre vidéo avec votre chat sur la planche à roulettes. Là, il y a, à mon avis, des possibilités pour que la viralité fasse son effet et que vous vous retrouviez avec une audience importante. Donc renouvelez-vous pour tenir sur la durée. Souvent, quand on parle de ce côté durée, il y a quand même cette question qui est intrigante. Il dit ouais, mais moi, j'ai pas grand-chose à raconter. C'est complètement faux. Les questions qu'on vous pose au service client, les questions qu'on vous pose en relation commerciale, c'est du contenu. Les personnes que vous rencontrez, c'est du contenu. Vous pouvez très bien faire un petit format vidéo. Avec l'iPhone, aujourd'hui, on fait des trucs très bien. 3 questions A, et puis vous dites à vos commerciaux, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui a un truc intéressant à dire, tu le filmes. Ça fait du contenu. Les projets en interne, sans aller tout dévoiler, on peut en montrer, en lever le voile un tout petit peu, en disant tiens, regardez, on travaille sur le design de la prochaine planche à roulettes, laquelle des deux vous préférez. Tout est potentiellement dans vos organisations sujet à contenu, et tout le monde peut être créateur de contenu aussi. C'est vraiment une tournure d'esprit à prendre. La deuxième chose, c'est ça va vous demander, en fait, le contenu de plus en plus, parce qu'on y rentre par les réseaux sociaux ou par les liens dans les moteurs de recherche, ça vous oblige à travailler vos titres. Les titres, pendant longtemps, c'est un truc qui a été inexistant en presse, jusqu'à à peu près la Deuxième Guerre mondiale. En gros, ça c'est les premières apparitions de titres. Dans les journaux, ça va être le New York Times de mémoire. Si on remonte 1 an avant ça, donc ça c'est au moment de la Seconde Guerre mondiale, si on remonte 1 ou 2 ans avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait même pas les parties comme ça. Tout était comme ça ressemblait à des petites annonces. Parce que les gens avaient du temps, ils lisaient, il y avait un journal de toute façon qui sortait, éventuellement on faisait plusieurs éditions dans la journée. Aujourd'hui ça a complètement changé. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on a? On a les objets de mail, on a les titres dans les flux RSS, on a le lien en bleu dans Google, on a 100 caractères
dans Twitter si on va avoir la place de mettre un lien, parfois des hashtags, donc des fois c'est encore plus court. Et puis surtout, on a beaucoup plus de contenu qu'avant, et on les lit sur des écrans de plus en plus petits. Et donc, il faut gagner en efficacité, et donc ça demande aussi d'avoir un côté qui est parfois un peu racoleur, qui demande de travailler les titres. En gros, c'est 50% du boulot dans vos créations de contenu. Que ce soit le titre de ce que vous avez posté sur vos réseaux, que ce soit le titre de vos blogs, de vos magazines web, c'est 50% du boulot. Pourquoi ? Parce qu'avant d'arriver jusqu'au contenu et de lire le contenu, on passe par un lien sur Internet. Et donc ce lien, c'est votre titre. Et si la personne a dans son écran 50 titres possibles, elle va en voir 4 et elle va cliquer sur celui qui attire le plus son regard. Donc il y a un côté un peu, malheureusement parfois une dérive un peu racoleuse. Un truc qui marche très très bien et dans les communautés et dans le contenu, c'est de citer des noms. C'est de parler des gens en fait, des gens ou des entreprises. Et les gens adorent ça. Le journal qui a le taux de circulation le plus important au monde, le taux de circulation c'est sur une zone géographique, le nombre d'abonnés par rapport au nombre d'habitants. C'est un journal du Midwest américain qui a 112% de taux de publication, de taux de pénétration dans son marché. Donc il y a plus d'abonnés que de personnes. Et en fait, ils ont une seule approche, qui est un peu celle-ci, c'est names. En fait, c'est une feuille de chou locale, c'est de l'ordre du comté. Et en fait, ils écrivent, il y a un anniversaire, ils débarquent, ils font une photo, ils citent juste le nom des gens. C'est anniversaire 33 ans 2, et puis ils mettent était présent, un tel. Mamie est morte, un tel était là, un tel n'a pas pu venir, donc ils impriment ça. Parce que les gens adorent ça. Et le directeur de la publication disait, la seule façon pour vendre plus serait que j'imprime le bottin. Ce serait la seule façon. Donc faites ça, en plus ça crée de l'engagement, et sur un niveau B2B c'est super intéressant, parce que si vous avez une touche commerciale que vous n'arrivez pas vraiment à ouvrir, si vous lui dites tiens j'aimerais bien t'interviewer parce que tu es expert sur un sujet, est-ce que tu es d'accord, 90% du temps il va vous dire oui. Si vous lui dites tiens j'ai un truc à te vendre, j'aimerais bien te rencontrer, 90% du temps il va vous dire non. Donc c'est un bon pied dans la porte, c'est de lui dire tiens j'ai un média, j'ai un magazine, ton expertise me paraît intéressante, est-ce qu'on peut se rencontrer ? Juste, évidemment, ça marche aussi sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Donc, parlez, mettez en avant l'employé du mois, mettez en avant un de vos fans qui like toutes vos publications. Et ça, c'est une manière indirecte de se donner une visibilité incroyable, parce que ce fan que vous allez mettre en avant, il va le liker, puis tous ses copains vont le liker, etc. etc. Et n'oubliez pas qu'en général, ce qui plaît à cette personne a de fortes chances d'intéresser ses amis ou ses relations professionnelles. Donc c'est vraiment une manière indirecte de se rendre visible. Et ça donne aussi quelques idées de sujets quand parfois on sèche un peu, de dire bah tiens je sais pas sur quoi écrire, je vais aller regarder parmi mes followers Twitter de quoi ils ont parlé eux cette semaine, je vais sortir les 5 meilleurs tweets qui me paraissent intéressants et ça j'en fais une publication. Donc vous leur rendez un peu hommage, ils sont mis en avant, eux vous allez pouvoir leur dire regarde on a pris ton tweet, on l'a mis sur un article, eux vont se sentir valorisés, donc ils vont se dire regardez, ils vont dire à leur communauté regardez on parle de moi sur ce site, donc des gens vont venir visiter leur site grâce à eux, votre site grâce à eux. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir entretenir aussi la visibilité de votre média. Troisième point, pensez process. Ça c'est vachement important. On y revient, on en a déjà parlé, donc on va pas s'éterniser, mais c'est super important de prévoir comment vous allez travailler, de vous doter des bons outils, d'avoir du reporting, de trouver un peu de routine aussi dans la manière de fonctionner pour vous dégager beaucoup de temps pour réfléchir aux sujets vraiment importants, de pas juste passer du temps à passer les plats d'un réseau social à l'autre. Pas de publi rédac. Je vais te dire très cash, en fait, les gens s'en foutent de ce qui se passe dans votre boîte. Honnêtement. Ou dans votre institution. Ça les intéresse pas de ça. Alors 10% des gens, ok, je caricature un peu, 10% des gens vont aller quand même fouiner pour savoir ce qui s'est vraiment passé. A priori, ça serait vos concurrents, je pense. Les autres, franchement, que vous soyez présent sur un salon... ouais, à la limite, faites un push par mail à vos clients en disant si vous passez, passez nous voir, on a des goodies et du café. Mais c'est pas de l'info, c'est pas de la news, c'est pas du contenu. Donc pensez vraiment à pas juste vous mettre en avant systématiquement, parce que du coup vous tirez des balles dans les pieds au niveau de la crédibilité, et puis les gens vont finir par plus revenir, même si vous continuez après à mettre du bon contenu, ils viendront pas parce qu'ils savent que en fait c'est de l'autopromo et ça intéresse personne. On l'a vu, c'est ce que disait Pierrick, c'est utiliser toutes les formes de contenu qui sont à votre disposition et n'ayez pas peur de tester les nouvelles. C'est pas parce que tiens il y a un nouveau truc qui sort ou on ne sait pas si ça va marcher. Non, au contraire, testez-le. Vous allez apprendre des choses, vous allez montrer que vous êtes innovant, ça va vous donner des idées et c'est pas impossible que ça marche en plus. Donc
testez. Il y a quand même une grosse appétence au pardon. Si vous plantez un truc, c'est pas grave. De toute façon, demain, vous aurez un autre truc à dire. Et puis, il y a un oubli assez rapide qui se fait. Et puis, quand même, il y a une notion importante sur les réseaux sociaux, même si vous le faites au nom d'une entreprise ou d'un produit, c'est le côté personnalité. Il faut que ça transparaisse. Il faut qu'on sente qu'il y ait une certaine âme, que ce soit pas juste un truc très corporate, très distant, très froid. Ça, vous pouvez le faire, mais c'est pas le lieu de le faire sur les réseaux sociaux. C'est juste pas sa place, et ça va être plutôt contre-productif. Donc voilà. Merci. Applaudissements. Guillaume et Pierrick, merci. Alors, je rappelle que vous pourrez tweeter. Je vous rappelle que vous avez les codes Wi-Fi. Je vous rappelle qu'il va y avoir une pause dans quelques instants, mais tout de Alors, suite. exceptionnellement, aujourd'hui, le tweet est gratuit. Donc les questions de la salle. Et moi, je vais me balader avec un micro et vous partagerez. Est-ce qu'il y a déjà une première question dans la salle? Sinon, Jacques en avait noté une. Jacques, allez-y. Tenez. Vous avez dit qu'il faut publier régulièrement, et c'est le régulièrement qui pose problème. Parce que si je prends 2 exemples de gens qui sont très connus à Lyon et que vous suivez sûrement, est-ce qu'il faut faire comme Romain Blachier, qui publie environ toutes les 10 minutes, ou est-ce qu'il faut faire comme Bruno Bonnel, qui lui publie très rarement, des fois pendant un mois on l'a pas. Par contre, quand il lance un tweet, là tout le monde le regarde. D'autant plus que lui, comme il vise une communauté internationale, en plus il publie toujours en anglais. Voilà, donc c'est 2 personnes qui publient régulièrement, mais c'est presque les 2 cas extrêmes, quoi. Je connais leur réponse, ils vont dire il n'y a pas de règle. C'est à peu près ça. Non, là, on est dans 2 cas extrêmes. Alors, après, sur les réseaux sociaux, publier souvent, c'est pas forcément problématique, notamment sur Twitter. On peut publier toutes les 10 minutes. C'est un peu extrême, toutes les 10 minutes. Mais sur Twitter, comme c'est un média de flux, la durée de vie d'un tweet, c'est 1 heure. Donc si une partie de votre audience n'était pas là au moment où vous avez tweeté, 1 heure plus tard, elle ne verra pas votre tweet, dans 90% des cas. Donc c'est pas forcément problématique de dire 2 fois la même chose dans la même journée sur les réseaux sociaux. Après, en ce qui concerne peut-être plus le contenu de fond sur la partie blog. Ouais, le problème est à peu près le même. Alors sur la différence avec du contenu, quand on parle contenu, en général, on parle magazine web, donc du blog amélioré, des notes sur les réseaux sociaux professionnels, des newsletters. Les newsletters, il y a un type de contenu à surtout pas oublier, d'e-books, qui sont des contenus plus denses, plus froids, plus espacés dans le temps, avec des mécaniques de transformation marketing un peu différentes et des objectifs surtout d'expertise et de leads commerciaux. Il y a quelque chose qui est sûr par rapport aux réseaux sociaux. En fait, physiquement, dans ma journée, je dois pouvoir arriver à envoyer un tweet toutes les 10 minutes parce que ça prend 5 secondes le tweet. Après, tout le monde n'a pas le temps de le faire, mais si je veux le faire, je peux. Poster un article de blog toutes les 10 minutes, déjà, le coût n'est pas le même. Un article de blog, en gros, ça va être 150 à 300 mots si on veut faire un truc à peu près correct. Le temps d'écriture, c'est grand minimum 1 heure, 1h15. Un peu de relecture, la mise en page, c'est 2 heures. Donc déjà, même si je voulais bloguer toute la journée, voilà, il y a une question de timing et puis une question de coût parce que à un moment, le contenu coûte de l'argent si c'est pas du temps. Donc ça c'est un sujet. Après, par contre, nous, on a plutôt l'effet inverse. On a plutôt des gens qui le font pas assez. Moi, je considère qu'en dessous de 2 à 3 morceaux de contenu dans la semaine, on n'est pas assez présent. Parce que les gens vont vous oublier, parce que quand les personnes vont débarquer sur votre site pour la première fois, l'impression, ça sera que tiens, le dernier truc, il date d'octobre, il y en avait un en novembre, un en décembre. On n'est pas dans un format news, quoi. On n'est pas allé assez loin. Donc nous, on essaie de se tenir à ça. Après, il y a des business sur lesquels il faut être 2-3 fois par jour. Donc malheureusement, ouais, il n'y a pas vraiment de règle. La règle interne, c'est ce qu'on est capable de produire. La règle externe, c'est quel est le bon rythme pour être visible et durablement visible. On va faire synthétique, si vous voulez, les réponses. Ouais. Bonjour, présentez-vous. Bonjour, Pascal Sekeldi, Veolia. Je voulais revenir sur le sujet des trolls. Est-ce que ce sont des emmerdeurs nés ou est-ce que ça peut être plus professionnel et plus organisé? C'est-à-dire, en clair, est-ce que vous conseillez à des entreprises clientes d'attaquer leurs concurrents par des trolls? Alors, concis, souvent, c'est pas des professionnels. Souvent, enfin, ils sont devenus pros de l'emmerdement, mais ils font pas ça entité contre entité. Et moi, je conseille jamais d'aller le faire parce que tout se sait à un moment et voilà. Et qu'on a plus à gagner à créer des bons contenus et les diffuser que d'aller créer des mauvais chez les autres. Merci. Même chose. Une autre question dans la salle? Là-bas, merci Sophie. Bonjour.
Souvent, les trolls, quand même, sont des hommes d'à peu près 40 ans. C'est bon. Il n'y en a pas ici dans cette salle. Bonjour. Bonjour, moi je voulais revenir sur... Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, pardon, Cindy Bétan, Société Vocus, Data Press. Je voulais revenir sur le profil du community manager, parce que je pense que ça s'adresse aux deux. J'ai une question pour tous les deux. Apparemment, donc, il doit avoir du temps pour faire de la veille, il doit être capable de produire du contenu, il doit être capable de gérer les problèmes en cas de troll ou quoi. En gros, c'est une perle rare. Donc ma question, c'est est-ce qu'au final, est-ce que c'est pas vous-même, dans vos sociétés, qui est community manager, qui peut justement parler au nom de son entreprise, qui plus est en temps réel? Est-ce que ça existe finalement, un tel profil? Alors c'est vrai que c'est des profils qui sont compliqués. En général, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre quelqu'un qui va avoir une partie de la compétence, ou en tout cas au moins en général l'envie. Et puis souvent après c'est une formation qui se fait sur le tas, en étant bien encadré. Parce que lorsqu'il y a un troll, le community manager, il ne faut pas qu'il invente la réponse, il faut l'avoir anticipé, il faut qu'il puisse contacter rapidement le service communication, etc. C'est vrai que c'est des perles rares, c'est vrai que c'est des profils assez complexes. Il faut, je pense, tout simplement juste des gens qui ont un peu d'intelligence émotionnelle et un peu de répartie. Et le reste, ça s'apprend. Rédiger correctement un post sur Facebook, il y a 2-3 méthodes, et puis lorsqu'on le maîtrise, ça se fait correctement. Donc c'est plus ça, c'est plus ça. Alors moi, je l'ai fait un temps. Maintenant, c'est partagé. On est plusieurs dans l'entreprise à prendre la parole. Par contre, on a des règles de prise de parole là-dessus. Moi, je reviendrai juste sur le profil. Pour moi, le premier truc, c'est quelqu'un qui sait écrire. Enfin, qui sait écrire, pas qui n'est pas un prix Nobel de littérature, mais qui fait déjà pas de faute en écrivant. Déjà, ça exclut une partie des candidats potentiels. C'est a priori plutôt quelqu'un qui l'utilise lui-même. C'est très difficile en fait de former quelqu'un qui naturellement n'utilise pas déjà, a pas déjà un compte Facebook, a essayé de bloguer une fois dans sa vie, a un compte Twitter. Le gap est quand même très important, et moi du point de vue entreprise, je ne prendrais pas le risque de confier ça à quelqu'un. Et je pense qu'après, effectivement, il y a ce côté émotionnel, mais il y a ce côté un peu entre gens, quelqu'un qui n'hésite pas à aller parler, qui aime bien tchatcher, et qui a un peu de prise de recul, un peu d'humour. Je pense que c'est un truc assez important, parce que souvent l'humour sur les réseaux sociaux, ça résout tout un tas de problèmes là-dessus. Après, il y a quand même aujourd'hui des écoles qui forment à ça. Et qui ne forment pas que à ça, parce que derrière il y a aussi de la rédaction, comprendre le web, comment ça marche, comprendre une entreprise, comment ça marche, comment ça s'inscrit dans un plan com ou un plan marketing. Donc il y a quand même des gens qui peuvent le faire. La question qui est surtout intéressante, je trouve, dans votre question, et je vais être concis à partir de là, c'est en fait, est-ce que si je veux m'y mettre, j'embauche quelqu'un, ou est-ce que je le fais faire à des gens qui sont déjà en place dans l'entreprise? Des stagiaires. Ou des stagiaires, ouais. Souvent la réponse de c'est quoi le community manager, souvent c'est le stagiaire. Ça, c'est la réponse pour se marrer. Mais c'est pas que ça. Il faut regarder en entreprise, est-ce que j'ai quelqu'un qui a ces qualités-là, qui sait écrire, qui est un peu fun, qui l'utilise à titre perso, et qui comprend l'entreprise un peu globalement. Si c'est ça, oui, on peut lui confier. Sinon, effectivement, il faut chercher quelqu'un d'autre. Et il y a des jeunes qui sont très très bien là-dessus, même sans expérience, qui le font naturellement super bien. Il y avait une question sur Twitter tout à l'heure justement de Muriel Genin. Y a-t-il un risque à basculer son SAV sur les réseaux sociaux? Vous pouvez répondre de manière synthétique ou... Alors, il y a un risque à pas avoir un bon process SAV. Je pense que le premier problème, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes quand même qui gèrent pas le SAV comme un vrai truc, quoi. C'est quelqu'un qui doit s'en occuper quelque part. Et même au-delà du SAV, même maintenant on parle d'expérience client. C'est vrai, ça. En fait, c'est vraiment ça. C'est une boîte à partir d'une certaine taille, à mon sens, devrait avoir quelqu'un responsable de l'expérience client. Et l'expérience client, c'est plein de choses. C'est des docs en avant-vente jusqu'à effectivement les réseaux sociaux. Et que dans cette approche globale de l'expérience client, aujourd'hui, les réseaux sociaux, en fait, c'est pas une question de est-ce que je le fais là ou est-ce que je le fais sur les médias sociaux. C'est pas ça. C'est les médias sociaux, c'est une partie d'eux. Et il y aura toujours des gens qui préféreront vous appeler au téléphone, vous envoyer un mail, passer par les formulaires, les outils de ticketing support. C'est une autre façon, en fait, d'interagir. Il faut juste y être aussi présent et le prendre en compte. Merci. Oui, allez-y. Juste pour compléter, terminer sur le SAV, effectivement, comme dit Guillaume, si vous lancez le SAV sur Twitter, par exemple, puisque c'est en réel, soyez irréprochable. C'est vraiment hyper important, parce qu'un client mécontent au téléphone, il va raccrocher et puis il en parlera à sa voisine. Un client mécontent sur votre SAV sur Twitter, vous pouvez être sûr qu'il va le tweeter, le retweeter, etc. Donc c'est le bad buzz assuré. Donc vraiment, soyez irréprochable. Il y a un exemple qui est très frappant, c'est KLM. KLM affiche en temps réel sur sa cover Twitter
le temps de réponse estimé aux tweets, aux questions qui sont posées. Ça, c'est de la transparence, c'est génial, et au moins ça évite la frustration. Donc vraiment, le SAV sur les réseaux sociaux, oui, mais soyez irréprochables.